nous enchaînons à présent avec Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter ensemble l'actualité parfois politique, souvent économique et surtout financière sur le plateau de Smart Bourse. Et pour cela, nous avons le plaisir ce soir d'être accompagnés par Éric Bertrand. Bonsoir Éric Bertrand. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes CIO d'Ophi AM. À vos côtés, nous avons également le plaisir d'être accompagnés par François Collet. Bonsoir François Collet. Bonsoir Nicolas. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA Investment et nous avons le plaisir d'être accompagnés par Benoît Vesco également. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Hamilton AM. On va peut-être commencer avec vous, Benoît Vesco. On va essayer de comprendre un petit peu comment vous voyez la situation tous les trois. Une situation. Alors aujourd'hui, on a un rebond effectivement sur les marchés européens, mais qui fait suite quand même à plusieurs jours, voire plusieurs semaines de baisse, elle-même plus ou moins enclenchée ou en lien en tout cas avec des décisions successives de banques centrales, de grandes banques centrales, de remonter leurs taux, et avec quand même, j'ai envie de dire, une constante, c'est cette idée que l'inflation devient le sujet numéro un, peu importe qu'on parle de récession, peu importe qu'on parle de révision de croissance à la baisse, le sujet c'est l'inflation, quoi qu'il en coûte, si je peux me permettre cette expression. Comment est-ce que vous voyez cette situation, Benoît Vesco ? C'est exactement ça Nicolas, c'est-à-dire que 2020 c'était soutenir la croissance quoi qu'il en coûte, et peu importe la création monétaire des banques centrales, c'était pas un sujet. Elles ont probablement bien fait, parce que sinon on aurait eu probablement des faillites en chaîne quand on ferme l'économie, évidemment, les entreprises ne peuvent plus vivre. C'était assez logique et c'était probablement sous-entendu qu'on verrait plus tard l'inflation. On a sauvé l'économie, entre guillemets, face à cette pandémie. Maintenant, il faut s'attaquer au problème suivant, c'est l'inflation. Et là, il est clair que c'est l'objectif premier des banques centrales. La croissance, elle passe après. Alors, on voit bien dans les commentaires de banques centrales que vous avez donnés en introduction, on essaie de rassurer les marchés, mais dans l'histoire des banques centrales, il y a peu de phases de resserrement des taux directeurs qui ne passent pas par un ralentissement économique, une récession, et qui est un impact sur l'économie. Donc il est fort probable, comme on voit bien au rythme auquel va la Réserve fédérale américaine, 75 points de base de hausse des taux, ça ne s'était pas vu depuis 1994. On est parti sur un rythme équivalent pour la prochaine réunion et ça n'est pas terminé. Donc l'impact sur la croissance, oui, il va arriver, ce sera un ralentissement et c'est assez logique vu l'ampleur des hausses de taux directeurs. Et alors justement, donc 75 points de base effectivement décidés la semaine dernière. On part effectivement sur 75 points de base potentiellement de hausse lors de la prochaine réunion de politique monétaire. Comment interpréter finalement cette décision, j'ai envie de dire, plus rapide et plus forte qu'anticipée par les marchés il y a encore quelques semaines ? Oui, les banques centrales se sont probablement fait prendre par surprise sur la hausse de l'inflation. Il y a plusieurs raisons. Il y avait évidemment le choc de la pandémie et les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et on pensait sortir de cette pandémie, sauf qu'on a eu d'autres chocs. La guerre en Ukraine, le retour du Covid en Chine, évidemment grand pays exportateur. Un certain nombre d'éléments supplémentaires qui ont fait que cette inflation elle s'est installée. Et elle est à des niveaux. Rappelez-vous qu'à chaque fois on parlait du pic de l'inflation et qu'il était devant nous et qu'il arrivait très, très, très prochainement. Et puis on voit bien qu'il s'éloigne à chaque fois. Donc les banques centrales y ont cru au début et choc après choc, elles ont compris qu'il fallait prendre le sujet à bras-le-corps. C'est ce que fait la Réserve fédérale américaine, c'est pas la seule. C'est effectivement pas la seule. D'ailleurs, on verra effectivement la réaction de la BCE, notamment justement à l'écartement en lien avec l'écartement des spreads dans un instant. Mais d'abord, j'ai envie de vous entendre également, Éric Bertrand, sur ce sujet. On est du coup face à un taux cible de la Fed, pour le coup, si on parle de la Fed et des États-Unis, qui va être atteint plus rapidement que prévu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça veut dire qu'on essaye de rattraper un retard, de normaliser une situation ? Comment vous voyez effectivement cette stratégie de la Fed aujourd'hui ? La Fed veut aller vite et normaliser vite parce que je pense qu'elle va finir par générer un ralentissement qui sera trop fort et qui ne permettrait pas d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce qui est très important pour la Fed, comme pour tous les banquiers centraux, c'est de ne pas laisser s'installer l'idée qu'on est dans un régime d'inflation à 8. Et en particulier aux États-Unis, on commence vraiment à avoir une boucle prix-salaire. Et c'est vrai que la Fed avait baissé très rapidement ses taux. Quand on se souvient au moment du Covid, ça avait été très rapide. Là, elle veut remonter très vite. Et là, aujourd'hui, il n'y a quasiment même plus rien anticipé sur 2023. On avance tout sur 2022 pour arriver à entre 3,5 et 4. La Fed va aller très vite, montrer sa détermination au marché pour ne pas laisser s'instaurer une idée d'inflation permanente dans les courbes. Qui est d'ailleurs un sujet d'alerte depuis un an et demi quand même. C'est très intéressant quand on regarde les inflations anticipées dans le futur, le fameux 5 ans dans 5 ans, dès que celui-ci commence à déraper, que les marchés commencent à perdre confiance dans la crédibilité de la Banque centrale à tenir l'inflation,
tout de suite la réaction, le discours, l'accélération du calendrier. Et on a eu la même chose en Europe d'ailleurs, c'est ce qu'a fait sortir Christine Lagarde du bois. Donc les banques centrales veulent très vite juguler cette inflation. Alors il y a l'effet de base qu'on finit pas de voir des points hauts, parce que quand c'est pas les entrants, le transport, le pétrole ou l'alimentaire, il y a toujours un truc supplémentaire. À partir du moment où, de notre point de vue, l'inflation globale va commencer à descendre, ça va un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais détendre tout le monde. Pour l'instant, elles ne veulent surtout pas que ça s'instaure, et donc elles vont avoir un discours très dur, même s'il y a fort à parier que sur une deuxième, plutôt vers la fin de l'année, au début 2023, elle devrait calmer un peu le discours, parce qu'on commencera à voir les indices d'inflation refluer. Sous réserve qu'on ait atteint ce fameux pic d'inflation qu'on cherche depuis un bout de temps maintenant. Alors, sous réserve, le sujet, il est que cette inflation doit être payée. Aujourd'hui, elle est payée en bonne partie aux États-Unis par l'épargne accumulée par les chèques pendant le Covid, ce qui permet de continuer de consommer. Là où ça devient dangereux, c'est les effets de second tour. C'est quand les entreprises passent les prix, elles commencent à faire plus de marge, elles embauchent, elles payent plus de salaire. Et là, on a la fameuse boucle prix-salaire. Et ça, très clairement, on pense que la Fed veut casser ce point-là. En Europe, on n'en est pas à ce stade-là. Aujourd'hui, c'est l'épargne et surtout la dépense publique qui paye cette inflation, si vous me pardonnez l'expression, puisque que ce soit sur les ajustements en amont du prix du pétrole ou les chèques à la pompe, cette inflation est bien payée par quelqu'un. Il y a un moment, il faut clairement détruire de la demande pour éviter que les prix ne continuent d'augmenter sur cette cadence-là. Et si ça ne s'arrête pas avant, je pense que les banques centrales iront assez loin pour éviter qu'il y ait ces effets de second tour. Quoi qu'il arrive, effectivement, de toute façon, l'idée, c'est de casser l'inflation, ou en tout cas de casser la dynamique. La mise en place des anticipations d'inflation qui sont très autoréalisatrices. Il y a plein d'études qui le montrent. Pendant très très longtemps, on a eu 2% d'inflation en tête quand il fallait fixer le prix des biens, des services et des salaires. Si les gens se disent, voilà, globalement, les agents économiques se disent c'est 5, c'est 8, quand on va fixer les revendications salariales, le prix des biens et services, on va remettre du 5, du 8. Et c'est une diffusion très lente dans l'économie, c'est assez compliqué comme procédé. Et donc il ne faut pas laisser s'instaurer cette idée que l'inflation est à des niveaux nettement plus élevés que ce qui pourrait être soutenable par la croissance ou l'emploi. François Collet, un mot également sur cette stratégie de la Fed, parce que ça pose aussi plein de questions sur la stratégie de la BCE pour le coup, mais les deux situations sont différentes. D'abord sur cette stratégie de la Fed, puisqu'on parle, alors de manière générale aussi de krach obligataire, depuis qu'on commence à avoir des remontées de taux de banque centrale donc de manière régulière. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette situation qu'être gérant obligataire chez DNCA Investment ? C'est vrai que le krach obligataire, on peut dire qu'on en a eu un. On en parle au passé. Oui, j'espère. Quand on voit que sur des emprunts d'État, je ne parle pas du crédit, je parle des emprunts d'État à long terme, on a des performances qui peuvent être de moins 15 ou moins 20% sur un placement qui est censé être sécure. Oui, j'espère qu'on a fait le gros de la baisse, parce que sinon c'est un vrai cataclysme. Donc oui, le krach obligataire, il est plutôt derrière nous que devant nous. Je partage tout ce qui vient d'être dit sur le fait que la Fed doit aller vite aujourd'hui, parce qu'elle est dans une situation sur laquelle on ne pourrait pas lui pardonner de ne pas aller vite. D'accord. L'inflation est évidemment très haute, mais on a encore une croissance qui est bonne, avec des créations d'emplois qui sont très importantes aux États-Unis. On a un taux directeur qui est encore assez nettement en dessous du taux neutre aux alentours de 2,5% dont parle la Fed, qui serait celui qui permettrait d'être atteint en rythme, qui serait celui qui conviendrait à un rythme de croisière de l'économie américaine. Donc forcément, elle se doit d'aller vite. On lui reprocherait de ne pas aller suffisamment vite si elle ne montait pas vraiment très rapidement. Quand on va arriver un petit peu plus loin, une fois que l'été sera passé, qu'on commencera à avoir quelques signes de ralentissement, on en voit déjà sur certains secteurs, mais que ça commencera à peser sur l'économie américaine, que l'inflation commencera à diminuer. C'est vrai que le pic d'inflation, il faut se méfier. Mais aujourd'hui, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, il est estimé au mois de septembre. Donc, on peut espérer aujourd'hui qu'à partir du mois d'octobre, on devrait commencer à avoir une inflation qui devrait refluer un petit peu. Bon, si l'inflation reflue, effectivement, que la croissance diminue, et puis on aura des taux directeurs qui seront passés au-dessus de cette neutralité, effectivement, que la Fed ralentisse très nettement ce cycle de hausse de taux.
Il y a une chose que je partage pas vraiment dans ce qui vient d'être dit, par contre, c'est l'inflation quoi qu'il en coûte. Alors oui, aujourd'hui, c'est facile de dire on va lutter contre l'inflation quoi qu'il en coûte, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre problème. C'est le problème, c'est de très loin le problème principal. Si demain on a des destructions d'emplois qui se font de manière importante, oui, la Fed aura sans doute un petit peu plus de mal à dire que l'inflation est forcément son unique problème. En zone euro, on l'a vu dès la semaine dernière, une semaine après avoir préannoncé sa première hausse de taux depuis 10 ans, ou un peu plus de 10 ans maintenant, la BCE est en train de faire du rétropédalage sur les spreads, sur les conditions financières dans certains pays du sud de l'Europe, parce qu'elle est en train de se rendre compte que finalement, et d'avouer que son objectif prioritaire, ça reste avant tout la stabilité de la zone euro, et que c'est un prérequis à son objectif d'inflation. Donc finalement, inflation quoi qu'il en coûte, c'est facile à dire quand l'inflation est le seul problème. On verra quand d'autres problèmes arriveront, si les banques centrales ont vraiment le courage de pousser l'économie dans une récession profonde, de faire des destructions d'emplois massives pour lutter contre l'inflation ou pas. Mais alors justement sur ce sujet, toujours avec vous François Collet, la récession, alors j'ai donné en introduction plusieurs estimations, plusieurs chiffres, plusieurs pourcentages, parce qu'effectivement il faut le quantifier ce risque, mais la récession ou un épisode récessif aux États-Unis, même s'il est technique, aujourd'hui c'est un risque à envisager? Je pense que oui, c'est un risque à envisager. Le timing est très, très compliqué à imaginer. Est-ce que ce sera Q4 2022, Q1 2023, ou est-ce que ce sera plus tard en 2023 ou en 2024? C'est très difficile de le savoir. Il faudrait déjà voir comment la Fed agira d'ici là. Oui, la récession arrivera un jour. Je pense que la question même qu'on pourra se poser un petit peu plus loin, c'est est-ce que si on a une récession technique, 2 trimestres à moins 0,2 par exemple, ça suffira à faire baisser l'inflation vers 2%. C'est pas certain. Et si c'est le cas, effectivement, il y aura des implications assez importantes sur pause, mais peut-être qu'après le prochain mouvement de taux directeur, fin 2023 ou 2024, ce sera encore une remontée. Benoît Vesco, sur ce sujet justement d'intégration d'un risque récessif aujourd'hui, j'ai donné, je le redisais, quelques pourcentages. Alors il y en a qui estiment qu'on est à 10% de soft landing, de potentialité de soft landing effectivement, donc sur ce sujet. D'autres estiment, donc Goldman Sachs, à 30% le risque d'une récession aux États-Unis. Vous intégrez chez Mescart Hamilton AM ce sujet, ce risque récessif aux États-Unis? Oui, c'est-à-dire que l'impact de la hausse des taux directeurs, elle est clairement sur la croissance, et c'est logique, parce que Eric l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord casser la demande. Si on veut voir refluer cette inflation, il va falloir casser la demande. Et donc, il y aura un impact sur la croissance. Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai un peu du mal à comprendre. C'est est-ce que la récession est, j'ai envie de dire, une conséquence non voulue mais nécessaire, ou une part de la cause de la réduction de l'inflation? Alors, dans un monde idéal, la Banque centrale américaine, elle aimerait arriver à ce fameux taux neutre qui permet d'équilibrer les forces entre l'offre et la demande et de pouvoir modérer l'inflation. En pratique, on n'y arrive quasiment jamais. C'est-à-dire qu'on monte les taux, ce fameux taux neutre, il n'est pas stable dans le temps, il évolue d'un cycle à l'autre et on le découvre qu'après coup. Donc on va logiquement aller un peu au-dessus pour voir l'impact de ralentissement économique. Est-ce que c'est une récession technique? Est-ce que c'est une récession forte ou un ralentissement? Je dirais que les termes, à la limite, à la fin, sont pas très importants. On aura un impact sur la croissance de manière négative. Et c'est ce moment-là qui permettra à un moment donné d'avoir moins de demandes et donc ce pic d'inflation qu'on pourra passer. Et là, je rejoins les commentaires qu'on a eus après. On va arriver au phénomène suivant et à l'impact non désiré dans un monde idéal de potentielle hausse du taux de chômage éventuellement, d'une chute évidemment de la croissance économique et de ses impacts sociaux sur l'ensemble des États-Unis. Donc que fait la Banque centrale? À un moment donné, elle modère son discours. Voilà. Mais ces impacts, on ne les a pas encore et on ne sait pas jusqu'où on va aller, à quel moment on va un peu trop loin. C'est difficile de le dire et on ne le verra qu'après coup. Mais donc, en sachant que l'épisode récessif, pardon de rester là-dessus, mais pourrait être nécessaire pour réduire l'inflation aux États-Unis? Généralement, il est difficilement évitable. Il n'est pas voulu par les banques centrales, mais il est difficilement évitable.
Il y a une autre banque centrale qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, Éric Bertrand, c'est la BCE. Alors, effectivement, là, pour le coup, il y a eu une décision de remonter les taux, d'abord en juillet, puis en septembre. Il a fallu simplement l'annoncer pour qu'on voit les spreads s'écarter en zone euro. Alors, ça va un petit peu mieux là depuis le début de la semaine, notamment sur le spread entre la dette italienne et le Bund allemand. Pour autant, il aura fallu quelques jours pour que Christine Lagarde convoque en urgence une réunion pour annoncer un outil anti-fragmentation. Alors, j'ai deux questions. Puis, François Collet, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi. C'est quel est le risque, globalement, à avoir des spreads qui s'écartent en Europe? On l'a déjà connu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un risque et pourquoi est-ce que c'est un sujet pour la BCE? Et qu'attendre de cet outil anti-fragmentation, alors que l'objectif de la BCE, il y a encore quelques semaines, était de réduire son bilan, justement? Alors, il y a juste un point, c'est que la BCE remonte ses taux parce qu'il faut bien commencer à juguler cette inflation et ce redémarrage, mais elle arrête d'acheter des titres. Et ça, il ne faut pas oublier que l'achat de titres dans le marché était quand même assez essentiel pour tenir les différents taux d'intérêt de la zone euro. On parle beaucoup de la dette allemande, c'est quand même le taux d'emprunt de la zone euro, en moyenne, c'est celui de la France. D'ailleurs, quand on le pondère des différents PIB, alors ça ne marche pas toujours, mais c'est assez bien centré. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans une économie intégrée avec les mêmes règles, vous ne pouvez pas avoir des coûts de financement des uns et des autres qui divergent de façon vraiment très durable, surtout quand dans les contraintes de fonctionnement de cette zone, même s'ils sont un peu sous l'oreiller en ce moment jusqu'en 2023 ou 2024, je ne sais plus, on commence à avoir des niveaux d'endettement des 10 pays qui servent de critères à l'appartenance à la zone euro, qui atteignent des niveaux qui sont instantanément toujours soutenables, mais qui, s'ils restent à ces niveaux-là dans la durée, font qu'il n'y a plus de trajectoire de réduction de la dette. Il y a même un endettement qui vient de la dette elle-même, et surtout un volet qui est social. Il ne faut pas oublier que tous les États ont pu s'endetter énormément depuis un certain nombre d'années, et en particulier sur la période récente, car dans le même temps, les taux baissaient. Ce qui fait que la charge de la dette, ce qu'on paye tous les ans, n'a fait que baisser. Mais à ce moment-là, justement, il y avait des discussions pour emprunter en commun du fait des taux de rendement obligataires différents entre les États. Alors, ça a été validé. Il y a bien eu un processus de solidarité de la zone euro pour emprunter, mais pour emprunter dans un but précis. Bien sûr. Là, on est dans une dette qui dérape tellement si ces taux d'intérêt dans la durée, pas instantanément, parce que y a un mécanisme de remboursement et de réemprunt, sont durables, c'est plus tenable pour la dette italienne. Et là, on retourne dans les merveilleux sujets 2011-2012. Et en même temps, les Allemands n'ont donné, je dirais, leur satisfecit à un emprunt commun solidaire en zone euro que parce qu'on est sur des projets de mutation, on est sur de l'investissement, on est sur de la transition climatique, et là on est dans l'investissement. Et ça passera. Quand c'est juste la gestion de la dette, parce que les réformes en face, pas forcément là, ça tient pas longtemps de ce point de vue-là, et surtout c'est que ça va très très vite. Les marchés savent où appuyer quand ça fait mal, donc... Même question pour vous, François Collet, avant de revenir effectivement sur la réaction de la BCE. Je repose ma question, peut-être simpliste, mais avant que, face à la pandémie, l'Union européenne décide d'emprunter en commun pour faire face à cet événement extraordinaire. On était sur des niveaux de spread qui sont peut-être pas forcément équivalents à ceux qui sont ceux d'aujourd'hui, mais globalement, le sujet de spread au niveau de la zone euro était pas un sujet aussi critique. Aujourd'hui, on essaye de revenir dans une situation normale, mais il faudrait effectivement qu'on reste dans cette même unité. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Peut-être que rien n'a changé et que ma lecture est mauvaise. Mais... Non, pas du tout. Alors, deux choses. Déjà, la première, c'est sur les emprunts communs, ce n'est pas du ressort de la BCE, c'est du ressort des États. D'accord. Et là-dessus, il faut qu'il y ait grosso modo une unanimité des États européens pour mettre en commun de la dette. Et on voit que c'est difficile de se mettre d'accord. Donc, ce qui fait partie les points sur lesquels peut intervenir la BCE, ce n'est pas cela. C'est vraiment travailler sur les marchés financiers et acheter directement de la dette italienne, de la dette française ou de la dette allemande, ou voire de vendre l'une pour acheter l'autre éventuellement, même si on n'en est pas là. Ce qui semble être l'outil en question, mais on n'en sait pas plus. Quasiment. Non, la grosse différence, c'est qu'il y a 2 ans, on avait des niveaux de taux absolus qui étaient beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, la dette italienne, c'est grosso modo, on va dire, c'est 7 ans de maturité moyenne. Le 7 ans italien a dû passer pas très loin des 4% la semaine dernière, alors qu'effectivement, on avait un spread qui pouvait être à ces mêmes niveaux en 2018, mais à un moment
où les taux globalement étaient 200 points de base en dessous. Donc on avait un 7 ans italien à 2%. Oui, le 7 ans allemand était en territoire négatif, mais là on n'est plus du tout dans le même scénario. Et donc on parlait de ce taux neutre tout à l'heure. La BCE, elle se doit de gérer sa politique monétaire pour l'ensemble de la zone euro. Et ce qui est compliqué, c'est que quand on a des écarts de taux d'intérêt qui sont très importants, disons 4%, admettons qu'on ait 4% d'écart de taux d'intérêt, ça veut dire qu'elle va avoir en même temps une politique monétaire restrictive pour l'Italie, alors qu'elle a une politique monétaire accommodante pour l'Allemagne, alors que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait. Donc elle se doit de faire en sorte, si elle veut que sa politique monétaire soit cohérente pour l'ensemble des pays de la zone euro, de maintenir ces écarts de rémunération à des niveaux à peu près corrects. Alors la BCE a annoncé un outil anti-fragmentation de ces différentes dettes d'État. Le simple fait de l'annoncer sans trop en dire a permis de réduire le spread entre le Bund et la dette italienne, par exemple. Est-ce que vous pensez que du coup on en saura un jour un peu plus, ou le simple effet d'annonce suffit à rassurer finalement les investisseurs ? Il faudra qu'on en sache plus, parce que sinon les marchés vont se Ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça peut suffire à très court terme. Non, ils nous ont donné une échéance, a priori, lors de la réunion du mois de juillet, fin juillet, vers le 20, 22, je ne sais plus précisément. On devrait avoir les réponses. En tout cas, le staff de la BCE devra avoir proposé d'ici là au board de la BCE les contours de ces outils. Et on espère bien que la BCE nous l'annoncera, parce que si elle ne nous annonce pas à quoi peut ressembler cet outil lors de sa prochaine réunion, les marchés repartiront d'autant plus violemment à la hausse. Donc le simple fait de savoir qu'il existerait potentiellement un outil ne suffirait pas à régler le problème, c'était Éric Bertrand. Non, c'est ce qui vient d'être dit. Oui, c'est ça. Oui. Elle a fait la même erreur qu'en mars 2020, quand elle a dit les spreads, c'est pas mon rayon, pour faire simple. Elle a dû revenir 2 jours après, parce que ça part très très vite, et le marché aime appuyer là où ça fait mal, donc la douleur va plus vite, le trajet de la douleur est plus rapide une fois que ça a été fait. Là, elle a tout de suite jugulé l'écartement qui était naissant. Par contre, elle a créé l'attente. Si ça délivre pas, ça repart immédiatement. Benoît Vesco, sur ce sujet de la BCE, donc du coup, en fait, parce qu'on n'en sait rien, mais on peut globalement anticiper que un outil anti-fragmentation reviendrait à acheter une partie de la dette des pays les plus en risque sur ce sujet, donc ça viendrait mécaniquement grossir le bilan de la BCE. Alors, je lisais une interview de François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui disait que, en revanche, il ne serait pas obligé de détenir ces titres jusqu'au bout. Il pourrait effectivement s'en défaire avant la fin, mais pour autant, ça revient. Ça veut dire que d'un côté, finalement, on réduit le soutien monétaire, et de l'autre, on remet du soutien monétaire dans certains cas précis. La BCE peut faire ça ? Alors, on voit bien que l'imagination de la BCE jusqu'au cours de ces 10-15 dernières années, elle a été forte, et on a toujours trouvé des moyens pour justifier son action, même si sur le papier ça pouvait sembler assez étonnant. Donc je pense qu'on va trouver l'argumentaire, parce que l'argumentaire il n'est pas évident comme ça à trouver, mais on voit bien, la BCE maintenant elle achète des émissions d'État, des émissions d'émetteurs privés, alors elle s'achète pas en primaire, elle s'achète en secondaire, on trouve tout un tas de manières pour expliquer un peu après coup. Il va falloir le faire, mais de toute façon on vient de le dire, pour la BCE ce qui est important c'est d'avoir une espèce de normalisation des taux, en tout cas qui soit le moins extrême possible. Pour le moment, elle a au final plutôt bien joué dans cette première phase de discours, puisque elle a été quand même capable de réagir vite face à son premier discours et d'être quand même dans le mouvement de hausse de taux, d'aller vite, expliquer qu'il allait se passer quelque chose. Elle a été entendue par les marchés. Maintenant, effectivement, il faut qu'elle trouve le bon argumentaire, mais elle a été entendue par les marchés parce que les marchés se souviennent du whatever it takes, des différents épisodes de la pandémie en 2020 et savent que l'inventivité ou l'imagination qu'il faudra avoir, elle est a priori capable de la voir et de trouver le bon argumentaire. Mais effectivement, il faut trouver le bon argumentaire. Il n'est pas encore acquis. Bon, je vous propose de continuer sur des sujets. Alors, je suis désolé, j'appuie que sur les sujets un peu angoissants pour les investisseurs, mais peut-être qu'on finira sur des notes plus positives. Le sujet de l'énergie, toujours avec vous, Benoît Vesco. Donc, l'Allemagne a ouvert 15 milliards d'euros de lignes de crédit supplémentaires pour reconstituer ses stocks de gaz notamment. On sent que le sujet des stocks et de l'énergie devient un vrai sujet. De ce que j'ai pu lire, globalement, la Russie a réduit à 60% la capacité de Nord Stream 1. Le seul pays européen qui a reçu la totalité
totalité de sa commande, ou en tout cas qui a communiqué sur le fait d'avoir reçu la totalité de sa commande, c'est la Hongrie. L'Italie a mentionné qu'elle n'avait pas reçu la totalité de sa commande. L'Allemagne non plus. Est-ce que ça doit devenir un vrai sujet d'inquiétude à court terme pour l'économie et la croissance en zone euro? De toute façon, ça l'est déjà. On voit la hausse des prix du pétrole, du gaz. Ça l'est déjà. Alors, pour l'Allemagne, malheureusement, c'est visiblement une transition énergétique qui n'a pas été suffisamment bien gérée, notamment parce que, en termes de fournisseurs, la diversification n'était pas là. Et on voit bien que ces sujets-là, ils vont continuer à devenir de plus en plus présents dans l'ensemble des pays développés, puisque on doit passer à une transition énergétique, passer vers des énergies renouvelables, passer d'un système d'énergie fossile à des énergies renouvelables. Ça ne va pas se faire en quelques mois, ça se fera en plusieurs années, ça prendra du temps et ça va passer par des périodes de volatilité, notamment sur les énergies fossiles, parce qu'elles coûteront de plus en plus cher, on investira de moins en moins dans l'extraction, elles coûteront de plus en plus cher. La situation géopolitique, on voit bien qu'on rentre dans une zone d'instabilité, donc ça va rajouter à la volatilité. Donc cette période-là, elle va être de plus en plus compliquée à mon sens, pour arriver enfin, mais dans plusieurs années, à un autre mode de consommation et de production d'énergie, mais qui va prendre encore du temps. Et malheureusement, dans cette période-là, il y a des États qui sont plus fragiles que d'autres. Et paradoxalement, l'Allemagne, qui avait plutôt été très rapide sur les énergies renouvelables, n'a pas su gérer la bonne diversification de ces énergies de transition qui sont nécessaires entre-temps. Et Éric Bertrand, même question, parce qu'effectivement, on a vu donc un certain nombre de matières premières énergétiques voir leur cours flamber. Mais là, ma question va plus loin. C'est est-ce que ça peut remettre en cause des scénarios de croissance pour la zone euro en 2022 ou en 2023 si effectivement l'Allemagne n'arrive pas à reconstituer ses stocks ou si le sujet allemand devient un sujet dans d'autres pays européens? Ça peut clairement avoir un sujet de croissance. C'est déjà aujourd'hui dans les prix et c'est sans doute ce qui a freiné la BCE à l'origine quand l'inflation a commencé à augmenter pour pas aller trop vite parce qu'elle n'en voyait pas les impacts. Il faut bien voir que que tu viens de dire, il y a eu du temps court et du temps long. Il y a un temps court, en gros, l'offre d'énergie russe va être vendue, ne sera plus vendue aux Européens qui ne l'achèteront plus, sera vendue à quelques autres qui iront se réapprovisionner. Donc, pardonnez-moi la trivialité des propos, mais on va débrancher les tuyaux avec la Russie pour les rebrancher avec d'autres et la Russie va les rebrancher. Et une fois qu'il est raffiné 2 fois, le pétrole, on ne sait pas forcément bien d'où il vient, mais ça prend 2-3 ans. Pendant ce temps-là, c'est vrai que ça va être assez tendu, parce que les infrastructures sont lourdes à ajuster. On le voit, ne serait-ce que sur le gaz liquide et les différents terminaux méthaniers. Et après, il y a un deuxième temps qui est un peu plus long que celui de la transition énergétique, où là, effectivement, pour le coup, ça va sans doute accélérer cette transition énergétique, même si le premier réflexe, c'est d'abord ouvrir les mines de charbon, ce qui est quand même pas vraiment formidable. Ça va sans doute accélérer les choses. Et dans le cas de l'Allemagne, il ne faut pas oublier que Mme Merkel, à la suite de Fukushima, a fermé tout le nucléaire et qu'il y a eu tout ce sujet-là. Le nucléaire n'est peut-être pas une énergie cible, mais c'est une énergie de transition pour passer du carbone au renouvelable. Et là, effectivement, ça manque dans la gamme et ça donc peut avoir un impact sur la croissance allemande assez net en fonction de la façon dont ça va être géré. Alors je vous propose de parler maintenant marché avec vous, François Collet, marché obligataire. Peut-être dans un premier temps, on est dans un contexte alors où effectivement on voit un recul des marchés actions depuis plusieurs semaines. Est-ce que le contexte, je pouvais dire que le contexte était plutôt porteur, effectivement, que un certain nombre d'investisseurs pouvaient être intéressés par le fait de revenir sur les marchés obligataires dans le contexte qu'est celui-là, notamment avec une hausse des rendements. Est-ce que c'est ce que vous constatez ? Non, pas vraiment. On ne peut pas dire qu'on voit un engouement pour le marché obligataire aujourd'hui. C'était peut-être effectivement des lectures qui anticipaient un peu trop. Bon, c'est vrai que les rendements ont remonté assez significativement, qu'on a un écartement des marges de crédit aussi qui rend sans doute pour certains investisseurs institutionnels, notamment des assureurs, des points d'entrée intéressant sur le marché obligataire, de pouvoir acheter des belles quantités de signatures sur des niveaux de rémunération aux alentours de 3 ou 3,5%. C'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis des années, ou à part pendant quelques jours ou semaines pendant la crise du Covid. Donc oui, ça, pour certains, en tout cas pour ceux qui sont en retard sur leur programme d'investissement, ça peut être vu comme une opportunité. Le problème, c'est que face à ça, on a énormément d'inflation, donc on a moins de lisibilité sur les passifs, et donc il
il y a peu de souscriptions aujourd'hui sur les fonds en euros des contrats d'assurance vie. Donc finalement, assez peu de cash mobilisable rapidement pour faire face à ces hausses de rendement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même de voir des rendements à 3,5% sur des obligations à 10 ans, ça ne suffit pas à faire revenir. C'est vrai que les incertitudes sont telles aujourd'hui que voilà, si on a une inflation qui est à 8% aujourd'hui, si on fait encore 2-3 ans d'inflation à 8%, les 3% sur 10 ans, ils ont été gommés assez rapidement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'incertitude est très importante et aller sur des rendements long terme, ça paraît quelque chose aujourd'hui qui est assez trop incertain pour attirer beaucoup d'investisseurs. Et ça vaut autant pour de la dette publique que pour de la dette privée ? Oui, le mécanisme est exactement le même. Le mécanisme est le même, en tout cas sur les échéances longues. Peut-être que sur les parties très courtes de courbe, sur des papiers à 6 mois, oui, on a de la visibilité sur le fait qu'on n'ait pas une récession forte qui arrive. On aura toujours du soutien des États, on le sent bien au cours de l'année 2022. Mais sur les échéances plus longues, c'est encore trop incertain aujourd'hui. Benoît Vesco, j'ai envie de poser la même question, mais plutôt côté marché action. Pareil, le contexte est particulièrement incertain. Alors, je reprends mes lectures, mais donc après, ça n'engage que ceux qui les écrivent, mais on commence à évoquer des points bas, ou en tout cas une situation qui pourrait être source d'opportunités pour certains investisseurs, tout en restant dans un contexte très incertain. François Collet l'a rappelé. Comment est-ce que vous voyez cette situation d'un point de vue de marché action ? On a l'impression qu'il n'y a pas tellement de secteurs qui tirent son épingle du jeu. Il y en a juste certains qui résistent mieux que d'autres quand même. Oui, non, à moyen terme, c'est sûrement une source d'opportunité sur les marchés actions, mais le moyen terme, il est assez loin, là, il faut se donner quelques années devant soi. À court terme, on voit bien, tant qu'on n'a pas cette visibilité sur l'inflation, sur les politiques des banques centrales, il va être difficile de se dire que le point bas est forcément atteint sur les marchés actions. Il peut y avoir encore malheureusement des moments de baisse, des moments de stress, peut-être un peu rapides. Juste un constat, la baisse des marchés actions, c'est essentiellement des valorisations qui ont baissé. On n'a pour le moment pas de révision à la baisse de résultats. Et tout ce qu'on dit en ce moment avec ces autres directeurs, c'est qu'il y aura un impact sur la croissance. On ne le voit pas encore dans les annonces des entreprises. On a eu plutôt des résultats de bonne facture au premier et au deuxième trimestre, avec des perspectives qui étaient plutôt, on va dire, positives, prudentes, mais positives. On n'a pas encore d'alerte. Et il y aura peut-être à un moment donné un changement de ton. Juillet, ça va être une nouvelle période d'annonce de résultats trimestriels. Est-ce qu'il y aura un changement de ton du côté des dirigeants d'entreprise ? Et peut-être des moments de nervosité encore sur les marchés, puisque, a priori, on n'aura pas encore atteint ces pics d'inflation et ces pics de hausse d'autodirecteurs. Donc, probablement à très court terme encore des moments de stress sur les marchés actions qui peuvent arriver. Malheureusement, tout ça n'est pas encore parfaitement derrière nous. Après, à moyen terme, oui, si on est capable de se projeter, de se donner un peu de temps, oui, clairement, on a sûrement des opportunités, mais il faudra se donner un peu de temps et dans ces cas-là, il faut y aller très progressivement. Même question à Éric Bertrand, avant de regarder peut-être un petit peu ce que vous regardez les uns et les autres actuellement, mais du coup sur ce stress des marchés actions, alors c'est vrai qu'on en parle, j'ai posé la question de manière générale, il y a peut-être des différences entre des marchés actions européens ou américains, mais on est dans une période d'incertitude complète aujourd'hui là sur les marchés actions. Oui, faisons simple. Si le prochain chiffre d'inflation mensuel aux États-Unis surprend à la hausse, on a une louche de Fed, on a une baisse des marchés actions et ça repique à nouveau. Donc c'est vrai que d'un point de vue... tout le monde est suspendu au prochain chiffre d'inflation. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de focus sur des chiffres comme ça. C'est vrai que le marché actions dans l'absolu, entre les résultats qui n'ont pas encore bougé et les multiples, sur une détention moyen terme, on peut commencer à remettre un pied dedans, clairement. Par contre, il ne faut pas être obligé de les vendre dans 10 ou 15% plus bas, qu'on peut voir pour X ou Y raison, et notamment mauvais chiffre d'inflation, et pouvoir en rajouter. C'est surtout ça, c'est la gestion de la position. Aujourd'hui, on est vraiment dans un univers de volatilité assez fort. Et juste pour revenir un tout petit peu sur le crédit, c'est vrai que nous, quand on regarde les différents marchés, on trouve que le marché action, effectivement, il anticipe déjà un peu de récession par la valo, si on fait le calcul à l'envers. La courbe des taux américaine, elle est plate, donc c'est-à-dire qu'elle n'anticipe pas encore de récession. Le chemin de Powell tient. Et on trouve que côté crédit, et notamment sur la partie haut rendement, en termes de spread, on est quand même dans une vision qui devient assez noire. Et c'est vrai qu'à partir de cette de rendement, on commence à se dire, alors pour le coup, c'est pas de l'État ou de la bonne catégorie de crédit, on est vraiment dans du haut rendement. Il y aura sûrement des défauts, mais on se dit que
du 7, ça commence à se réfléchir. Et puis on peut se permettre même de garder que les meilleurs noms de la catégorie au rendement. On trouve que ça commence à se regarder à ces niveaux-là. Sachant que haut rendement implique également risque plus élevé. Oui, mais il ne faut pas oublier que les entreprises du secteur au rendement ont prédit leur mort tous les 6 mois parce qu'il y a une remontée de taux, parce qu'il n'y a plus de liquidité, parce qu'il y a le Covid, parce que ça réouvre, parce qu'il y a un sujet. Et à la fin, il faut quand même être honnête, il y a une résilience très forte de ces entreprises. Évidemment, il y a des défauts, mais je dirais qu'on est payé pour prendre ces risques. Alors, je reviens non pas sur le haut rendement, mais sur effectivement les résultats d'entreprises à venir. Vous dites, effectivement, il ne faut pas les acheter aujourd'hui pour les revendre 15% moins cher plus tard. Est-ce que ça veut dire qu'on s'attend à des révisions à la baisse de résultats d'entreprise aujourd'hui et qu'il serait même souhaitable que ça arrive au 3e trimestre et pas un peu plus tard dans l'année ? Aujourd'hui, les équipes de gestion qui ont rencontré pas mal d'entreprises, il y a, à part quelques points sectoriellement ou quelques entreprises, il n'y a rien dans les tuyaux. Ça reste quand même de très bonnes factures. Alors les entreprises sont peut-être myopes, mais il ne faut pas oublier que la croissance de chiffre... Malgré des hausses de coûts de l'énergie, tout ça a été anticipé. Il ne faut pas oublier que la croissance en macro des entreprises, des résultats, ce n'est pas 2% de croissance, mais c'est la croissance nominale. Donc vous rajoutez les 8% d'inflation, vous avez 10% de croissance des chiffres d'affaires. Donc aujourd'hui, ça ne semble pas vraiment complètement dans l'air du temps quand on les écoute. Alors peut-être qu'on aura des grosses déceptions sur la séquence des résultats à partir de juillet. Aujourd'hui, c'est pas tellement dans les tuyaux. C'est peut-être plus pour ce qui était évoqué tout à l'heure, le Q4, Q1, qu'on pourra avoir un peu plus de déception, moins que la Banque centrale n'aille pas les banques centrales n'aillent pas jusqu'au bout de ce qu'on attendait là. Alors j'ai envie de vous poser comme question pour finir un petit peu ce que vous regardez avec un œil plus ou moins optimiste ou plus ou moins pessimiste, même si moi j'ai plutôt appuyé là, sur cette émission sur les sujets un peu d'angoisse d'un certain nombre d'investisseurs qui nous regardent. François Collet, qu'est-ce que vous regardez dans le marché actuellement en termes de zone géographique, en termes ou d'actifs tout simplement ? Sur les actifs obligataires, on aime bien regarder les titres indexés à l'inflation qui permettent aujourd'hui de se protéger contre l'inflation. On a enfin, pour la première fois depuis longtemps, des emprunts d'État français qui offrent des rémunérations qui offriront des taux réels positifs. Donc ça veut dire que vous pouvez acheter des obligations indexées sur l'inflation qui vous donneront quelque chose de positif au-dessus de l'inflation, quelle que soit l'inflation. Donc c'est l'assurance de pouvoir protéger son pouvoir d'achat sur une belle signature de crédit. Donc je pense que c'est quelque chose dans ce monde d'incertitude qui est intéressant d'avoir en portefeuille aujourd'hui sur la partie basse du spectre. Ensuite, on aime bien regarder les marchés émergents également. On a une solidité plus importante de ces économies qui sont finalement plus habituées à avoir de la volatilité sur les chiffres économiques, de la volatilité de leur cycle monétaire. Donc c'est ce que j'aurais tendance à privilégier, sans doute les pays émergents, peut-être plus exportateurs de comos que les importateurs. Et dans les pays émergents, on met la Chine également ou là c'est un cas particulier ? Dans les pays émergents, on met la Chine aussi également. On doit regarder la Chine. On ne peut pas ne pas être investi sur la Chine aujourd'hui. C'est la deuxième économie mondiale. Ce serait une erreur de ne pas avoir d'investissement, une partie de son investissement en diversification sur la Chine aujourd'hui. Benoît Vesco, même question, qu'est-ce que vous regardez actuellement ? Et un mot peut-être sur la Chine, effectivement, ou qui peut faire peur à un certain nombre d'investisseurs du fait de ces fermetures d'économies successives, mais de ce que je comprends, dont on ne peut pas se passer effectivement dans un portefeuille d'investissement. Oui, de manière économiquement, au niveau de l'économie mondiale, évidemment, la Chine, le poids de la Chine fait que de toute façon, ça reste une constituante d'un portefeuille diversifié. Ça a été la grande déception en 2021. Ça l'est depuis le début de l'année, cette croissance chinoise qui n'arrive pas. Il est clair que le gouvernement a les moyens et commence à faire pas mal de choses pour essayer de relancer l'économie. Malheureusement, ils font face à une crise, une pandémie dont là, par contre, ils sont un peu démunis, sans vaccin, c'est un peu difficile, mais oui, la relance, elle aura lieu et il y a quelques signes qui montrent que les choses à un moment donné vont se décanter et vont permettre de voir sur la Chine quelque chose de plus positif. Donc la Chine, ça peut être un élément. Je rejoins aussi Eric sur la partie haut rendement parce que la crise vient du monde obligataire, de ces inquiétudes de l'inflation. Donc je pense que les premiers signes de soulagement et d'optimisme viendront aussi du monde obligataire. Le haut rendement est un des éléments touchés. Quand on voit les niveaux de spread actuels, même avec des hausses de taux de défaut, on a quand même des rendements qui commencent à rémunérer correctement. Après, il y aura de la volatilité à court terme, il faut y aller prudemment de manière très diversifiée. Mais je pense qu'il faut d'abord regarder le marché obligataire pour voir les premiers signes de soulagement sur les marchés de manière globale.
Et alors, même question, Éric Bertrand, pour les quelques secondes qui nous restent. Qu'est-ce que vous regardez, à part le rendement, donc, dont vous nous avez déjà parlé? Nous, on aime bien les actions chinoises. On trouve qu'il justement. il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui ont été accumulées, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient politiques, qu'elles soient Covid. Et on a un congrès du Parti communiste qui va voir renommer Xi Jinping à la rentrée. Et là, ça pourrait débloquer un certain nombre de choses, notamment sur les aspects Covid ou sur les aspects relance pour essayer de tenir la croissance. Et comme le marché achètera sans doute la nouvelle avant, je pense qu'effectivement, c'est un marché qui a beaucoup déçu, qui est pas mal en retrait. On sent bien, là, il n'arrive plus à baisser avec ses voisins. C'est sans doute le moment d'en remettre un peu, peut-être. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus partager votre expertise sur le plateau de Smart Bourse. Merci Éric Bertrand, CIO de FIAM. Merci François Collet, gérant obligataire chez DNCA Investment. Et merci Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Hamilton AM. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans le quart d'heure thématique.